Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à une autre édition de l'Avocat et le bon diable. Bonjour, maître. Bon matin, Gilles. Monsieur le magistrat, monsieur le maire, monsieur l'animateur de radio, monsieur l'animateur de télévision et quoi d'autre, monsieur le professeur. Y a-t-il d'autres titres qu'on peut vous affuler? Non, mais là, je suis miraculé de l'entrevue de Jean Charest hier à Tout le monde en parle. Il était gentleman, ça a bien été. Il était bon, Jean Charest, hier, soit dit en passant. Je trouve qu'il avait très bien répondu. Il avait de bonnes questions. Et je trouve que c'était une très belle performance. Son problème à Jean Charest, c'est qu'il se prête pas assez à d'entrevues qui pourraient peut-être renverser la vapeur, justement. Et puis, heureux ceux qui n'ont rien, car vous n'aurez pas plus. Il y en a qui s'attendent à ce que j'en donne plus. Je veux juste ouvrir une petite parenthèse très rapide à propos de la panique dans le Journal de Montréal, mesdames et messieurs. Je veux simplement dire au petit journaliste pygmée joyisant qui a écrit ses sottises, 4 jours en retard quand même, il y a derrière tout ça des dizaines de milliers de téléspectateurs perdus. J'espère que vous avez compris, chers téléspectateurs. Et je veux rajouter en terminant, c'est pas plus long que ça, je m'ennuie vraiment au Journal de Montréal de Pierre Péladeau. Il n'est plus le même depuis que feu Pierre Péladeau n'est plus là. Il n'y a pas de tête. Un journal, pas de tête, comme nombre d'entreprises, il n'y a pas de tête, les politiciens qui n'ont pas de tête, les corps publics qui n'ont pas de tête. Alors, ça reflète justement ce que l'on connaît. Et quand tu parles d'avoir une tête, d'avoir de l'énergie, puis mettre tes culottes, bien là, tu te fais traiter de facho. Bon, toujours est-il, je dois te rendre hommage là-dessus, mon cher Stéphane. Je n'aime pas beaucoup donner des crédits à mon adversaire, mais tu avais raison, les Québécois ne se sont pas levés le derrière hier à l'appel de Charon. C'est pas facile de faire lever le derrière de Québécois. On est fiers, les Québécois, quand même, dans notre fauteuil. Oui, Penses-tu qu'on va se lever le derrière de même? Oui, la stratégie des pétrolières n'était pas folle non plus de baisser le prix à la veille de la manifestation. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de lien direct, mais c'était prévisible que ces gens-là ne sortiraient pas. À la veille de la manifestation, c'est drôle, j'ai fait le plein hier en allant à Sherbrooke, un patelin que tu connais bien. Et il y avait 25 cents de différence parce que samedi, je suis allé au Musée de la guerre à Ottawa. 25 cents de moins, oui. 1,30 hier à Granby. 1,30. Oui. Mais c'est les taxes qui font la différence. Oui, mais on vous donne des services avec le 25 cents, on vous donne toutes sortes de services, des spas qui sont tellement... Oui, on attend encore dans les listes d'attente des hôpitaux, en passant. Alors, Duplessis a été comparé ici, un article de la presse, a été comparé à Gilles Duceppe. Quelle insulte pour Duplessis. Encore une fois, diable, on va s'entendre ce matin, ça n'a pas de bon sens. Allez comparer Duceppe, qui était un ancien membre du Parti communiste, soit dit en passant, il s'en vantait quand il était jeune. C'est une erreur de jeunesse. Mais moi, je suis tanné des révisionnistes de l'histoire qui viennent dire que Duplessis, c'est un empêcheur, que c'est le gars qui a maintenu le Québec dans la grande noirceur. On parle de la commission Gomery. Oui. Duplessis n'a fait une commission Gomery en 1936. C'est ce qui a fait tomber les libéraux après 39 ans de pouvoir, la commission des comptes publics. Avec les culottes à Vautrin, oui, pas Vautrin à... Oui, Irénée Vautrin, qui était ministre de la colonisation dans le temps. Exactement. Et aussi la commission Bélanger-Campeau. On vante les commissions, mais la commission Tremblay, c'est troubles constitutionnels. C'est Duplessis qui a eu le courage de la mettre sur pied. L'impôt provincial, il a dit, si le fédéral ne recule pas, on va sortir de la Confédération. Oui, quand j'entends le ministre dire en fin de semaine, M. Petitgrou, il pratiquait un nationalisme frileux. Il n'a pas été frileux d'imposer un impôt, il fallait le faire quand même. Oui. Ottawa souhaitait ça, il dit qu'il va se prendre avec sa propre corde. Au contraire, il était élu plus fort que jamais. Et il a développé le Québec. Oui, mais il a donné nos ressources, notre minerai à 1 cent. Ben oui, qu'est-ce qu'Hydro-Québec fait? Le même contrat que Jean Lesage de renouveler. Ben oui, puis qu'est-ce qu'Hydro-Québec fait? Donne des tarifs privilégiés aux grandes compagnies. C'est la même chose. Il a fait l'électrification rurale, il a fait le crédit agricole et il a bâti 20 hôpitaux. 20 hôpitaux. 20 hôpitaux. Et il en a agrandi 20 autres. Oui, et 850 écoles secondaires. Oui. On n'a pas construit d'université, on a construit Sherbrooke, on a construit Sherbrooke. Oui, mais c'est évident, l'économie était agricole, on ne pouvait pas construire des universités à tous les coins de rue. Non, et son budget était de 250 millions, équilibré. Et il faisait des profits. Avec la province. C'était le Ralph Klein de l'époque, ça. Tu as vu ça, mon cher Stéphane? Depuis 2000, il y a 15 sièges sociaux qui ont quitté Montréal. Pourquoi? On est rendu avec 92 sièges sociaux à Montréal, comparativement à 190 à Toronto. Ça, moi, je dis, peut-être tu vas m'obstiner là-dessus, ce sont les conséquences d'une ville zouziale qui dit à tous les quêteux de toutes les provinces, venez chez nous, on vous emmerdera pas. Vous pouvez salir les vitres, les pare-brises des gens. Vous venez quêter à tous les 500 pieds en anglais, on vous emmerdera pas. Les prostituées, vous pouvez venir à Montréal faire du trottoir, il n'y a pas de problème. Et la ville, avec ses inspecteurs, quant à l'investisseur aussi, se fait des ennemis parce que tu n'es pas capable de poser un clou sans avoir un inspecteur qui est en train de te regarder en dessous de ton madrier. Alors,
Mais je dis quelque chose, moi. Si la souveraineté, mais il n'y aura pas de souveraineté, mais si, avec les si on fait pisser les chiens, sur tous les bords de fontaine, si la souveraineté arrivait, ça obligerait ces compagnies à réinstaller un siège social à Montréal. Oui, mais si on pousse les statistiques un peu plus loin, Toronto en a perdu par rapport à l'Ouest canadien, par rapport à l'Alberta. Et la première province à se séparer du Canada, moi, je suis convaincu, ça va être l'Alberta. C'est là qu'est le développement économique. C'est là que sont les profits. Peut-être qu'on va assister à une redéfinition de la géographie canadienne. Mais en attendant, aussi, quand tu voyais dans la presse la même fin de semaine, il y a des sièges sociaux qui quittent Montréal. Mais tu as toute une illustration des jobs jetables, ces pauvres personnes, puis le misérabilisme qui est encore exploité. Le reportage de Louise Leduc. À outrance. Mais c'est drôle, moi, je suis allé à Ottawa, j'ai emprunté l'autoroute du Québec avant d'arriver à l'Ontario. Et hier, l'autoroute de l'Estrie avant d'arriver à Sherbrooke. J'ai vu les usines, nous embauchons des banderoles à tous les 2000 ou 2 kilomètres. Nous embauchons. Où est-ce qu'ils sont? Ah, bon, le salaire minimum. Non, puis le journal est plein d'offres d'emploi, plein d'offres d'emploi. Et je me dis, moi, on devrait avoir le courage au Québec. On veut te donner un chèque d'assistance sociale, soit, c'est correct, mais tu vas travailler en échange, tu vas apporter ta contribution à la société. Quand tu es en pleine santé, tu peux. C'est très bien. Paul Martin doit être de bonne humeur, mesdames, messieurs. Il est soulagé. M. Gomery, le juge, un excellent juge, soit dit en passant, retarde la publication de son rapport. Il voulait pas avoir d'élection en février. Paul, il sait qu'on ne se lève pas. Et ses supporters sont en Floride. Hein? Alors là... Au printemps. Ça va être revenu au printemps. Donc, il va être réélu haut la main, sans doute. Pourtant, il y a eu une petite note préliminaire hier dans le journal qui était publiée par un journal d'Ontario, du Canada anglais, de Toronto. Je ne sais pas si c'est pas de Globe and Mail. En tout cas, qui disait justement, où on parlait des ramifications directes. On avait institutionnalisé ça, ces espèces de pourboires, d'attribution de contrats sans se poser de questions. T'es dans ma bande, ça vient de s'éteindre. Tu fais partie de mon club, select. Et puis, c'en était devenu une espèce de culture normale. Une mafia. Oui. Les commissions scolaires, nos bons amis qui se votent des bonus, des augmentations de salaire, les cadres, alors que les profs sont en train d'étouffer dans leur classe. À 35 élèves par groupe. Oui. Le gouvernement qui dit qu'il n'y a aucune marge de manœuvre, comment ça se fait? C'est une politique qui a été déjà institutionnalisée, c'est en place, c'est automatique. Mais des automatismes, ça se démolit pas? Oui. Non. Alors voilà. Oui, mais comment ça se fait que le DG, le directeur général de la Commission scolaire de Montréal, gagne plus cher que le premier ministre? Est-ce que c'est acceptable, ça? Il est sûrement plus intelligent et très utile. Tu as entendu parler, toi, du directeur général de la Commission scolaire de Montréal? Je connais même pas son nom. C'est une femme, je pense, hein? Je sais pas. Ça fait des choses. La preuve, c'est qu'il y a 1,5 million d'illettrés au Québec. Et la majeure partie se trouve à Montréal. Puis on crache sur l'école à Duplessis. Encore une fois, les hogs, les joueurs de guitare, de tambour, les lagacés de ce monde vont venir te dire « Oui, mais quand même, il faut que vous teniez compte qu'il y a des immigrants là-dedans qui savent pas lire. » Tu sais, les Québécois qui savent pas lire aussi. Oui, 1,5 million. Et on nous vante le Salon du livre. Nous sommes dynamiques. Regardez notre Salon du livre. On a publié 2500 ouvrages cette année. Ben oui. N'importe qui te publie parce que tu as subvention de Québec et d'Ottawa. Une culture subventionnée, c'est une culture qui se meurt. Oui, puis les immigrants, on l'a vu, il y a eu un reportage la semaine dernière. Les immigrants arrivent ici, ils sont étonnés du laxisme de notre système scolaire. Étonnés. Ils n'ont jamais vu ça, comment c'est que c'est le bordel. Oui, mais nous sommes deux fascistes à dire ça. J'ai vu des professeurs vietnamiens aller à une réunion des parents, justement, puis les parents demandaient à des Vietnamiens, à propos de leur enfant, la maîtresse disait, on est très satisfaits, ils sont forts en mathématiques, les Vietnamiens. Les Asiatiques sont très forts en mathématiques, il faut le dire. Alors, comment il se fait qu'il n'y a pas d'école le samedi matin ici? Oh, ben là, la professeure était outrée. Outrée, ça n'a pas de bon sens. Il fallait qu'il y ait d'école le samedi matin. C'est comme l'école à 11 mois par année, à travers le Canada, sauf au Québec. Oui, ici, on est à part, c'est un peu plus épais. Mais effectivement, il y a de quoi être scandalisé du côté des professeurs. Et je sympathise avec les professeurs, mais je sympathiserais plus si l'école finissait à 4h30, par contre, de 3h à 4h30, et rajouter de la géographie, de la culture, du français, du civisme, du respect de la langue quand tu écris dans un journal de Montréal ou n'importe où d'autre, ou à la télévision et à la radio. Si on pouvait faire ça en 3h et 4h30, l'élève sortirait un peu plus enrichi et il arriverait à peu près au même temps que sa maman à la maison. De toute façon... S'il y a maman. Exactement, et c'est un palier de gouvernement qu'on devrait abolir. Pauline Marois en avait éliminé quoi? 50 des commissions scolaires dans le temps. Elle aurait dû pousser ça plus loin et remettre ça aux villes, comme c'était dans l'ancien temps, où ça fonctionnait très bien. Comme ça existe en Europe. En France, c'est comme ça. Ça relève de l'hôtel de ville. Voilà. Ça sert à quoi, un commissaire scolaire? Je vais en choquer quelques-uns. Hey, faites-moi élire. Je voudrais être comme... D'abord, il y a 12 ou 7, puis 8, puis 9 des gens. Puis encore, je suis généreux.
C'est ça qu'on appelle la démocratie en santé, mesdames et messieurs. Alors, votez pour moi, madame, va m'occuper de votre enfant. Moi, je veux devenir commissaire scolaire. Une fois qu'il est commissaire scolaire, règle générale, pas toujours, mais règle générale. Pas toujours, je dis règle générale, monsieur Lejoal. Toujours est-il que je dis règle générale, monsieur Lejoal, je me fais élire. Pourquoi? Quand arrive le temps de, je sais pas, moi, changer des vitres ou peinturer des cadres, de fenêtres d'une telle école. Hey, moi, j'ai un petit magasin de fer, j'ai de la peinture à te vendre. C'est ça, la réalité. Il devrait y avoir une commission Gomery à temps plein sur la gestion des commissions scolaires. Comment de chalets se sont bâtis aux frais de certaines personnes dans les commissions scolaires? Parce que c'est pas surveillé. Personne ne va aux assemblées, personne ne fait de contrôle, décision de compte. Ça s'appelle de la médiocratie. Oui. Alors, il faudrait nous débarrasser de ça. Mme Pauline Marois, vous n'avez pas été assez courageuse. Pendant que vous êtes en remontée dans vos codes de popularité, Mme Marois, retenez donc ça. Débarrassez-nous des commissions scolaires, mettez ça entre les mains de l'Hôtel de Ville. Au moins, à l'Hôtel de Ville, on vote à combien? 30, 35? Non, plus que ça. Plus. Ah, 75 ouais. Alors, écoute, c'est un sujet qui... je vais ouvrir une parenthèse rapidement, encore une fois. Mes hommages à l'entourage, mes hommages respectueux pour Michel Desrochers, avec qui j'ai travaillé à la radio et qui était, en tout cas pour moi, un gars très respectable. Un humoriste, on a toujours dit ça, puis un champion du calarbeau. Mais au-delà de ça, c'est un gars qui, en dehors de son micro, lisait, s'intéressait à l'histoire, à la beauté de la langue française, ce qui n'est plus le cas mes petits animateurs, n'est-ce pas, M. Lejoal, du Journal de Montréal? Alors, toujours est-il qui, aussi, connaissait tous les recoins des origines de l'histoire de la radio. Moi, j'ai écrit en 86 un livre qui s'appelle « La radio d'hier aujourd'hui ». Elle a complètement changé aujourd'hui, on le sait, la radio. Et l'avoir eu comme recherchiste, ça aurait fait un travail volumineux. Alors, je veux rendre hommage, en tout cas, au moins à sa famille, un hommage respectueux en termes de souvenirs intarissables. Bon, tu as effleuré tout à l'heure le 11 septembre. Oui. Bon. Les Américains ont-ils tort? Est-ce qu'ils sont les artisans de leur propre... Est-ce que ça pourrait être la question? Oui, de leur propre malheur? Oui, effectivement. Au début du siècle, les États-Unis avaient toujours une réticence à embarquer dans des conflits à l'extérieur, la fameuse doctrine Monroe. On embarque si on est menacé. Oui. Mais là, c'est comme si ça avait pris de l'expansion. Tu te souviens, ils ont fusé jusqu'à la toute dernière minute pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et là, maintenant, ils installent des dictateurs par en arrière, par en avant. Quand ça fait plus leur affaire, ils les débarquent. Ils ont concocté avec le diable les talibans pour, encore une fois, des ressources énergétiques. Ça fait plus leur affaire, on débarque. Avec Ben Laden? Ben oui, absolument. Il était sur le payroll, il était sur la liste de paye. Qu'est-ce qu'on fait avec... Puis là, après, on s'étonne, mon Dieu, c'est la guerre au terrorisme. C'est eux qui l'ont créé. Oui. Mais c'est vrai, ce que tu dis là, c'est vrai. Mais derrière cela, il y a quand même une philosophie de base qui est celle d'imposer une démocratie. Et sans les Américains, je pense, je veux bien croire que l'Europe devient puissante, mais elle ne s'entend pas, ça se chamaille entre eux autres. Il n'y avait pas un maudit pays qui a la même mentalité que l'autre. Si on pouvait avoir une pensée uniforme, bon, on pourrait dire, bien, la référence, c'est l'Europe, c'est le bloc de l'Europe, ça ne l'est pas. Ça demeure les États-Unis. Et si les États-Unis n'étaient pas là aussi, au moins pour imposer à ces nouvelles entités politiques une démocratie qui respecte les minorités. Mais quelle démocratie? La démocratie à l'américaine où on se fait berner? Oui, il y a toujours du capitalisme derrière ça, je veux bien croire. Mais la question que je me pose aussi, le 11 septembre, les Américains sont-ils artisans de leur propre malheur? Comment il se fait qu'on a réussi à capturer Che Guevara en septembre 1967, on l'a tué en octobre, un gars à la solde de la CIA, un Bolivien. On l'a trouvé dans la jungle de la Bolivie, mesdames et messieurs. Ça faisait quand même combien d'années qu'on le cherchait, en Afrique, un peu partout. Et on l'a trouvé avec les moyens technologiques du temps. Oui. Et que, rendu en 2005, avec les moyens technologiques que nous possédons qui se sont améliorés, on peut trouver Ben Laden? Non. Il y a quelque chose de louche là-dedans. Oui. Puis ça fait durer le plaisir à George Bush pendant ce temps-là. Il peut justifier sa guerre en Irak à 3 milliards de dollars par semaine. Tu penses vraiment? Je veux bien croire que George Bush, là, il shake de la gomme puis il a le cerveau craqué, mais... Écoute un peu, ça n'a pas de bon sens. Je dépense 3 milliards par semaine. On peut savoir ce qu'on fait dans ma propre cuisine avec les satellites puis les détecteurs de chaleur, puis on n'est pas capable d'aller le chercher. Il y a un problème. Oui, mais le 3 milliards, il en a besoin, Georges. Il y a 10 de pauvres dans son pays. Oui, mais qui sait tout ça? Oui, mais qui laisse l'Irak tranquille, qui retire ses billes? La Constitution est là, leurs élections sont là, c'est fait, point. Qu'on en finisse. Il a débarqué Saddam pour rien du tout. Bien, il l'a débarqué pour avoir le pétrole, c'est bien évident. Ben oui, mais c'était pas lui qui l'a débarqué, c'est un bouc émissaire. On a fait un bouc émissaire. Et puis? Est-ce qu'il est plus avancé? Non, mais il sait que c'est l'Arabie saoudite qui alimente les mouvements terroristes. Pourquoi est-ce qu'ils n'attaquent pas eux autres? Parce que c'est des amis. Le Koweït a débloqué 500 millions de pétrole pour venir en aide à Louisiane. C'est des amis. Un pays artificiel. Michael Jackson est en exil là-bas. C'est des amis. Alors, mesdames et messieurs, la question qu'on vous pose aujourd'hui, 790-0874.
Le 11 septembre 2001, ça vous a rappelé quelque chose? Bien sûr, je suis sûr. Moi, j'étais à telle place, je faisais ci, je mangeais un hamburger, je lisais le journal de Montréal. Les Américains sont-ils les artisans de leur propre malheur? C'est la question que nous formulons aujourd'hui à cette émission. À tantôt. Le troublant récit d'un équipage qui a donné sa vie pour sauver l'Amérique. En grande primeur mondiale francophone, 11 septembre, courage sur le vol 93, ce soir 20h. L'hiver dernier, 6 femmes ont vécu une incroyable météose. Bientôt, l'histoire se répétera. L'aventure vous intéresse? Inscrivez-vous maintenant sur tqs.ca. SOS Beauté dès janvier 2006 à TQS. Grande primeur dans le magazine La Semaine. José Théodore sera bientôt papa. Oui, Stéphanie Cloutier est enceinte de 3 mois. Une entrevue exclusive à ne pas manquer. Et dans Télé-Semaine, gagnez 100 000 $ à Flash. Bonne semaine. La Semaine, le grand magazine indépendant. Attention, Pedro! L'ennemi s'en vient! Dans la cabane! La flamme s'en va! Incroyable! Super cool! Super cool! Ça fait partout! Oui! Oh, wow! Si ça existait, on l'aurait. Parce que dans chaque entrepôt Renault Dépôt, on a plus de marques et plus de modèles en stock à des prix imbattables. Chez Renault Dépôt, on l'a. L'achat d'une maison pour plusieurs couples, c'est probablement le plus gros achat qu'ils vont faire dans leur vie. Le fait de savoir que l'entreprise est là depuis 40 ans et qu'elle est là encore pour plusieurs années, je pense que ça vient les sécuriser de façon considérable. 3 générations déjà dans l'entreprise. On a pu voir durant 26 000 réalisations comment une maison réagit aux intempéries et comment elle vieillit. Donc, on a développé une technique de construction qui est la construction R3000 Bonneville, qui fait que la construction de la maison est vraiment supérieure à ce qu'on voit sur le marché présentement. En plus d'économiser des milliers de dollars à l'achat, obtenez une remise du manufacturier 5 000 $ en argent à la livraison de votre maison Bonneville. On a une équipe de designers sur place qui sont ici pour bâtir sur mesure votre plan selon vos besoins, selon vos goûts. Le commentaire qui revient le plus souvent, c'est « Vos maisons sont donc chaudes, sont donc bien bâties, sont donc bien isolées. » One poached swordfish. No problem. Now I understand. 254-6011. Congratulations on your promotion. Now I understand. 254-6011. 254-6011. Now I understand. 254-6011. 254-6011. Des milliers de gens ont appris l'anglais grâce à l'Institut linguistique. Ils ont tous appelé au 254-6011. 254-6011. Now I understand. C'est vrai qu'il y a des gens qui font faillite. C'est vrai qu'on se met les pieds dans les plats. Mais on se met les pieds dans les plats parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé quelque chose. C'est incroyable, 74 ans, là, c'est incroyable. On est boosté à 100%. Hey, on dit 50 000 fois non à un enfant pour 5 000 fois oui. Ensuite, on dit qu'il est dans sa phase négative. C'était vraiment extraordinaire. Ça nous fait réfléchir. Jean-Marc Chaput, 6e série de supplémentaire les 17 et 19 novembre à la Place des Arts. Réservation 842-2112. Grande primeur dans le magazine La Semaine. José Théodore sera bientôt papa. Oui, Stéphanie Cloutier est enceinte de 3 mois. Une entrevue exclusive à ne pas manquer. Et dans Télé-Semaine, gagnez 100 000 $ à Flash. Bonne semaine. La Semaine, le grand magazine indépendant. As-tu vu ça, mon cher Stéphane? Il y a 600 pièces pour être patient de l'hôpital Victoria parce qu'on a lavé son dentier dans la machine à laver. On s'est trompé. Ah non? 600 pièces. Le dentifrice coûte cher à Victoria. Sûrement un avocat là-dedans. Oui. Un avocat, une poursuite un avocat qui va mordre de spare avec un bon dentier. Toujours est-il que les Américains, bon, sont-ils les artisans de leur propre malheur? Peut-être que oui, mais peut-être que non aussi. Ils sont quand même porteurs d'un flambeau qui est celui de la démocratie. Ils ont une charte des droits. C'est un peuple qui est extraordinairement intelligent, capable, génial et bête à la fois. Génial dans sa production culturelle, cinématographique, génial dans sa production technologique. Bête parce que c'est le plus haut de la liberté, tout dans d'obésité au monde, violent et doux à la fois, généreux et mesquin à la fois face au Canada dans ses arrangements. Le pire et le meilleur. Le pire et le meilleur assemblés sur ce territoire qui est quand même le territoire le plus envié du monde. T'as beau dire ce que tu veux, puis oui, ils sont responsables, puis ils ont des ennemis qui surgissent partout. Faut pas oublier que le mahométisme a été noyauté par des idéologies communistes. Oui.
À l'intérieur de ça, on va servir la religion par de l'infâme États-Unis, la France, les États-Unis, l'Angleterre. Ce sont des choupeaux de Saddam, ce sont des maléfiques qu'il faut combattre. On se sert de ça, somme toute, pour passer ton message de haine et de terrorisme. Mais les Américains, capables de générosité, capables aussi de se revirer de bord sur un dixaine, et évidemment, on comprend mal actuellement comment il se fait qu'on ne pogne pas Ben Laden. Mais pourquoi avoir manipulation? La fin ne justifie pas les moyens quand on a déjà tué 30 000 civils irakiens, des milliers de soldats. C'est le Vietnam de George Bush. Pourquoi avoir menti? Il n'y en a pas d'armes de destruction massive. Les gouvernements, ce sont des machines humaines. Tu disais tout à l'heure, on pratiquait la politique du gros bâton. Hein? Sous Wilson, avenue jusqu'à Johnson, on se mêlait de nos affaires. C'est ça. Ce qui est vrai. Mais ils sont fait tordre le bras pour participer à la guerre quand même, à la première, à la deuxième, en retard à la première. Mais quels pays ont été avantagés par la démocratie américaine? Haïti, ils leur ont donné l'indépendance. Ça va pas mieux. Ensuite, les Philippines, ils leur ont donné leur indépendance. Ça va pas mieux là-bas non plus. Parce que, oui, on se retire, on vous donne l'indépendance, ça n'a pas de sens que vous soyez dominé par l'Espagne. Peut-être que le colonialisme aurait été mieux à ce cas-là. On se retire, mais tâchez de vous arranger pour faire émerger chez vous une intelligence démocratique et bâtir un pays comme du monde. Pas réussi. Oui, mais on parle des Arabes qui sont noyautés par l'extrémisme religieux. George Bush, c'est l'extrémisme religieux aussi. Au nom de Dieu, il va en guerre encore en 2005. Oui, mais ça... Pour une idéologie. Souvenons-nous des croisades. C'est comme si on refaisait l'épopée des croisades à l'époque. Soliman le Magnifique, puis Aladin contre les croisés. Peut-être raison. Mais ce sont les machines politiques de la Maison-Blanche qui détériorent la pensée philosophique des États-Unis, qui constitue un pays généreux, respectueux, génial. Mais il arrive qu'il y a des administrations, parfois, dans le temps. Parce qu'avec M. Bill Clinton, tu n'aurais peut-être pas eu cette histoire. Non, bon, ben alors, on ne peut pas accuser les États-Unis d'être des impérialistes, des voleurs, des gens qui vont aller extirper les choses. Oui, mais Bill Clinton a réussi à régler la question de l'Irlande de façon pacifique. Il a laissé un héritage. Il serait demain candidat, il repasserait comme une balle. Oui, il n'y a pas de doute. Mais enfin, les orangistes sont sortis en fin de semaine en Irlande. Oui, je sais. Ça a mal tourné. Il était là il y a un mois et demi, puis j'ai vu de bombes péter en cours. Mais en tout cas, tout ça pour te dire que ce sont des passages dans le temps de l'histoire des États-Unis, une administration plus salope qu'une autre. Mais moi, je ne suis pas prêt à accuser les États-Unis d'être responsables de leur propre malheur. Peut-être une administration. Est-ce que c'est pas ça qu'on devrait dire que les spectateurs? L'administration Bush est-elle responsable de son propre malheur? Mais pas les États-Unis ou les Américains dans l'ensemble, comme tu sembles de dire. Parce que Ted Kennedy est sorti en fin de semaine, justement, dans la commémoration des événements de septembre. Et il a dit, au fond, on fait une lutte au terrorisme. On est plus dans le problème qu'on l'était à l'époque. On en a tué des terroristes, mais maintenant, il y en a qui sont rendus chez nous et la situation est hors contrôle. Tu as vu la manchette, bombe nucléaire qui nous pend au-dessus des... Nous autres, on ne fait rien du tout pour être innocents. J'ai interviewé le chef de la sécurité d'un aéroport la semaine passée. Il disait qu'il y avait 65 cellules dormantes. Ici. Il y a au moins 25 Puis nos douaniers sont même pas armés, imagine. De Al-Qaïda, au Québec et au Canada. Puis on ne dérange pas, nous, on n'est pas les Américains. Fait que tu vois, même si les Américains dérangent, ils seraient noyautés. Parce qu'ils sont un symbole d'opulence, de richesse, des gros édifices. De superficialité. Oui, les Mercedes, puis en voyons, puis les Cadillacs. Puis l'environnement qu'on respecte. C'est un système, il faut combattre le veau d'or. En tout cas, 11 septembre, mesdames, messieurs, les Américains sont-ils les artisans ou au contraire, est-ce que c'est pas l'administration Bush qui est artisane? On commence tout de suite avec M. Gagné, Steve, de son prénom. Bonjour, M. Gagné. Oui, bonjour. Oui, monsieur. Moi, je dirais que oui, ils sont artisans de leur propre malheur. Parce que le peuple américain a tout le temps été un peuple assez guerrier, si on regarde dans l'histoire, au cours de l'histoire des États-Unis. Et puis, ça n'a pas changé. Moi, je dirais que la politique extérieure actuellement est d'implanter une démocratie à des peuples qui nécessairement ne veulent pas cette démocratie. Alors, vous dites, les Américains, vous ne dites pas l'administration Bush. Mais les peuples américains ont toujours été un peuple violent, je ne suis pas certain. C'est vrai que les États-Unis sont bâtis sur la violence, la conquête de l'Ouest, on l'a vu, les génocides indiens. Mais, M. Gagné, il ne faut pas que vous oubliez qu'à la Première et la Deuxième Guerre, ils se sont fait supplier de participer. Ils ne voulaient pas participer. Ils ne sont pas si agressifs que ça. À la Deuxième Guerre, bon, il y a eu Pearl Harbor. Ils n'ont pas participé tant que ça n'a pas touché leurs propres intérêts. Leur propre pays. Aussitôt que Pearl Harbor a commencé, mais c'était normal. On a attaqué les Japonais et puis ensuite on a dit, parce que les Allemands sont avec, on va aller les bombarder. C'est rien que ça. Les intérêts des Américains n'étaient pas pour les Allemands, mais pour les Japonais. Et puis, moi, je dirais que Ben Laden, s'ils ne peuvent pas trouver, c'est parce qu'ils ont donné l'entraînement à cet homme-là par les membres de la CIA. Oui. Et puis, aujourd'hui, là,
Ben, raison de plus, le CIA de le trouver. C'est eux qui l'ont entraîné. On connaît ses trucs. Voyons donc. Mais il tient pas. lui aussi connaît les trucs de ce monde-là aussi. Non, il connaît des mondes, du monde, énormément de monde en Afghanistan quelque part. Mais quand tu penses que les Américains ont envoyé par courrier recommander des agents bactériologiques en Irak, en Iran et dans d'autres pays parce qu'eux autres ne pouvaient pas les essayer sur leur propre monde. Ils ont envoyé ça dans des pays comme ça, puis ils ont dit aux dictateurs, essayez-les, puis nous autres, on veut voir les effets. Ouais, c'est les Allemands qui ont fait ça, M. Gagné. Non, les Américains aussi. Le charbon, le botulisme, là, la bactérie du botulisme, c'est les Américains qui l'avaient découvert et puis qui l'ont envoyé à Saddam Hussein pour qu'il puisse l'essayer contre la guerre des 10 ans en Irak, puis contre l'Iran. Et puis... Bien, merci beaucoup, M. Gagné. Donc, vous dites le peuple américain, lui, est un peu de ton bord, là. Steve Gagné. Passons donc du côté de M. Champagne. Daniel, bonjour, M. Champagne. Bonjour. Oui. Moi, je trouve que le peuple américain n'est pas responsable. On dit bien peuple. Voilà. Moi, je suis revenu d'un petit voyage de 3 semaines, justement, dans les États-Unis. Oui. Et c'était une question qui revenait souvent. Oui. Puis, je vous jure que sur tous les gens que nous avons demandé, je dirais 90% ne voulaient pas être à la guerre. On avait assez. C'était vraiment un coup de dé en réalité. Les Américains, ce qu'ils font, c'est qu'ils essayent d'aider pour pouvoir, après ça, espérer que... Bon, vous nous en donnez une. M. Champagne, c'était pas vrai à la veille de l'attaque contre Saddam Hussein. Non. Ils étaient majoritairement pour l'attaque. Oui, mais là, les soldats commencent à mourir. Il y a déjà quoi? Près de 2000 soldats, si c'est pas plus. On ne se ramassera pas avec un Vietnam à 60 000 morts, mais comment se fait-il qu'Haliburton, qui est proche du vice-président, a eu tous les contrats pratiquement, en tout cas presque 10 milliards de reconstruction en Irak? Oui. Hein? Puis ils sont en train de décrocher les contrats de reconstruction en Louisiane aussi. Il y a un intérêt personnel là-dedans. Le monde n'est pas dupe. C'est certain que c'est une retombée économique, la guerre. Tu sais, c'est une question d'argent, là. C'est même plus rendu une question. Alors, pour vous, vous dites, le peuple américain n'est pas responsable, mais ce sont les administrations? C'est vraiment l'administration, parce que le peuple en a assez. C'est que le peuple, lorsque c'est arrivé le 11 septembre, ils étaient enragés. Puis je crois que les Canadiens aussi auraient été enragés. Mais après ça s'est apaisé. Puis ils ont dit, OK, là, c'est assez. Puis... malheureusement, ça continue. C'est pour faire une retombée économique aussi. Où étiez-vous le 11 septembre, vous en rappelez automatiquement, là? Oui, je m'en souviens. Je travaillais dans une école primaire. Alors, j'enseignais prématernelle. Et on a arrêté les classes et tout ça parce qu'on avait beaucoup de gens qu'on connaissait dans nos entourages qui étaient dans le World Trade Center. Merci beaucoup, M. Champagne. Je vous remercie. Bonne journée. On revient dans quelques instants. Grande primeur dans le magazine La Semaine. José Théodore sera bientôt papa. Oui, Stéphanie Cloutier est enceinte de 3 mois. Une entrevue exclusive à ne pas manquer. Et dans Télé-Semaine, gagnez 100 000 $ à Flash. Bonne semaine. La Semaine, le grand magazine indépendant. John Matthews et Whimsical présentent la chanson des fans des Alouettes. En vente partout. L'achat d'une maison pour plusieurs couples, c'est probablement le plus gros achat qu'ils vont faire dans leur vie. Le fait de savoir que l'entreprise est là depuis 40 ans et qu'elle est là encore pour plusieurs années, je pense que ça vient les sécuriser de façon considérable. 3 générations déjà dans l'entreprise. On a pu voir durant 26 000 réalisations comment une maison réagit aux intempéries et comment elle vieillit. Donc, on a développé une technique de construction qui est la construction R3000 Bonneville, qui fait que la construction de la maison est vraiment supérieure à ce qu'on voit sur le marché présentement. En plus d'économiser des milliers de dollars à l'achat, obtenez une remise du manufacturier de 5 000 $ en argent à la livraison de votre maison Bonneville.
On a une équipe de designers sur place qui sont ici pour bâtir sur mesure votre plan, selon vos besoins, selon vos goûts. Le commentaire qui revient le plus souvent, c'est « Vos maisons sont donc chaudes, sont donc bien bâties, sont donc bien isolées. » One poached swordfish. No problem. Now I understand. 254-6011. Congratulations on your promotion. Now I understand. 254-6011. 254-6011. Now I understand. 254-6011. 254-6011. Des milliers de gens ont appris l'anglais grâce à l'Institut linguistique. Ils ont tous appelé au 254-6011. 254-6011. Now I understand. Les vidéos poker, il y en a partout, là, ça rumine le monde. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, c'est un divertissement. Ah, tu as vu quelqu'un avoir du fun là-dessus, toi? Moi, jamais. Tout ce que je vois, c'est des airbags. Ah, on paye, on paye. On paye, là, on paye. Il y a une grosse machine à côté, là, c'est écrit « Change ». Je joue dans celle-là, on paye tout le temps. Le groupe Investors présente François Massicotte pour une 3e série de supplémentaires au Monument National les 25 et 26 novembre. Réservation admission ou 790-1245. Grande primeur dans le magazine La Semaine. José Théodore sera bientôt papa. Oui, Stéphanie Cloutier est enceinte de 3 mois. Une entrevue exclusive à ne pas manquer. Et dans Télé-Semaine, gagnez 100 000 $ à Flash. Bonne semaine. La Semaine, le grand magazine indépendant. 4 ans après le 11 septembre, le Québec est-il toujours menacé par le terrorisme international? Un dossier spécial de Normand Lester qui se joint à l'équipe du Grand Journal, ce soir dès 16h30 à TQS. Lundi à Flash, de Toronto à Montréal, les grandes premières de Familia avec Sylvie Moreau et Macha Grenon. Dossier Flash sur la guerre matinale des grands réseaux radiophoniques. Et Jean-Luc Mongrain nous fait monter à bord d'un des avions kamikazes de 11 septembre, 18h30. Alors, les États-Unis sont-ils responsables de leur propre malheur? Moi, je dis non. Ça peut être une administration. Et ici, il y a des gens qui t'appuient, mon cher Stéphane de Granby. Marc-André, 25 ans, les États-Unis dépensent 3 milliards, oui, c'est vrai, par semaine pour leur guerre. Mais où atterrit cet argent? Au moins 90 de cette somme retombe dans leur propre pays en salaire, en équipement à acheter. Contrat. Il y a malheureusement du vrai là-dedans. Bernard Campeau, je suis entièrement d'accord avec M. Gendron. Les Américains ont récolté le fruit de leur stratégie d'impérialisme économique. Jeanne Ferron, ici, c'est parce que c'est le frère de l'autre qui a obtenu les contrats de reconstruction des tours. Le frère de l'autre, on parle de Ben Laden, je suppose, c'est ça. Bush traite avec la famille Ben Laden. Et ici, Carmen de Shawinigan, au nombre de bombes que les Américains ont envoyées partout dans le monde, c'est pas surprenant. Et moi, ça me fait penser au vieux proverbe qui sème dans le vent, récolte dans la tempête. Ça me surprend un peu de votre attitude. Vous, l'amant du Maghreb, vous avez visité ces pays-là du nord de l'Afrique de fond en comble. Oui. Vous savez que la société musulmane était beaucoup plus avancée que la société occidentale à une certaine époque. Oui, elle apporte une grande contribution. Mais le Maroc est un pays, entre guillemets, très libéral parmi les pays arabes. Je ne dis pas que c'est une démocratie. Nous autres, c'est une médiocratie, c'est pas pareil. Et c'est un petit pays qui a apporté une contribution avec les Américains et qui a goûté. Casablanca, c'est une bombe, ça fait combien? C'est vrai que c'est la communauté espagnole qui était visée, mais quand même... Mais quand même, on parle de l'extrémisme religieux et moi, je me souviens d'une image qui m'avait frappé à l'époque. Au lendemain des attentats du 11 septembre, George Bush avait convoqué un grand service religieux à la cathédrale nationale de Washington pour essayer de lever le moral de la population. Et un des hymnes qui avait été joué là-bas, c'était « Onward Christian Soldiers », qui est un hymne protestant, justement, pour partir à la guerre des croisés dans le temps. Donc, c'est pas tellement mieux. C'était pas très approprié. Mais tu me parles du Maghreb que j'aime beaucoup. Je te fais remarquer qu'en Algérie, j'ai beau aimer l'Algérie pour ses paysages, pays extraordinaire, son histoire. Hein? L'époque romaine, française, espagnole, musulmane. Mais quand le fils a pris le pouvoir ou avait gagné les élections, puis finalement, le gouvernement a dit ça n'a pas de bon sens, on a, par un jeu de passe-passe, on a dit vous ne prenez pas le pouvoir. On est rentré dans une guérilla épouvantable où on tuait tous ceux qui ne pensaient pas comme toi. Alors, ces gens-là sont alimentés par un siège social quelque part. Sûrement. Pourquoi pas l'Iran? Ben oui. Bon, pourquoi pas, je ne sais pas moi, quelques fanatiques quelque part en Afghanistan? Pourquoi pas Bagdad? Mais les terroristes américains qui font sauter des cliniques d'avortement sur leur propre territoire, c'est pas le dire mieux non plus. Hein? On devrait peut-être s'occuper de ce qui se passe chez nous. Alors, les Américains sont-ils responsables de leur propre malheur, mesdames, messieurs? J'ai M. Eid qui est là, Timmy Eid. Bonjour, M. Eid. Oui, bonjour, monsieur. Oui? Comment ça va? Oui, vous êtes musulman, vous. Est-ce que je me trompe? Non, je
suis chrétien libanais aussi. Ah, libanais, d'accord. Oui. Nous autres, on a vécu en Irak en 90, durant la guerre du Golfe, on était là-bas, la première guerre du Golfe. 91. Oui, en 91, on était situés juste dans la ville de Bagdad. Oui. Et je voudrais dire que les Américains sont pas mal dans le trouble là-bas, parce que d'après, quand on voyait les gens là-bas, c'est pas des gens normaux. Moi, j'ai jamais vu dans un pays du monde où est-ce que les gens se promènent dans les rues quand il y a des bombes de 2-3 tonnes qui tombent par-dessus, puis des avions qui font le tour de Bagdad à toutes les 4-5 minutes, puis il y a des bombes qui descendent Est-ce sur que la ça tête. vous refait un peu un retour en arrière avec tout ce qui s'était passé au Liban à l'époque, dans votre pays d'origine? Mais c'est sûr, même ici, parce que tous les Libanais qui sont ici à Montréal, ils ont enfui la guerre parce qu'ils veulent la paix. Ouais, mais vous faisiez même moi, j'étais censé descendre au Liban cet été, mais j'ai pas allé à cause de tout ce qui s'est passé pendant, vous savez, l'assassinat de Rafik Hariri, puis tout ça. Mais dans votre cas, c'était pas tout à fait la même chose. Vous faisiez face, vous avez fui tout simplement le projet de Grande Syrie. Oui, la Grande Syrie, mais c'est ça, les Américains, quand ils sont rentrés en Irak, c'est un projet de Bush père, que Bush, le fils, il a continué à conclure le projet de son père. Le premier aspect pourquoi les Américains sont rentrés en Irak, c'est pour contrôler le pétrole. Ben oui, mais ça, c'est du par cœur, M. Hyde, on sait tout ça. Oui. Les Américains imposent une démocratie, mais ils favorisent une communauté qui est majoritaire, qui s'appelle les chiites, qui font face aux sunnites, qui sont beaucoup plus combatifs, qui ont des alliés dans d'autres pays. De là, le défi impossible. Est-ce qu'on va faire une Irlande avec ça? Je ne sais pas. Les chiites et les sunnites, là, les autres, là, c'est comme les chrétiens protestants et catholiques. Exactement. C'est le même problème. Quand Saddam Hussein était au pouvoir en Irak, il n'y avait même pas un terroriste qui s'osait se lever et dire « Ah, moi, je vais faire sauter ça, je vais faire sauter ci ». C'est sûr. Mais quand les Américains, quand lui a utilisé ces bombes contre, je sais pas, ils disent le nord ou le sud, c'est pour contrôler, parce qu'ils veulent faire séparer l'Irak en plusieurs pays. Puis c'est ce que les Arabes ne voulaient pas. Quand ils utilisaient ces armes-là, c'est la France qui donnait ça, c'est les États-Unis qui donnaient ça, puis ça, c'est la Russie qui donnait ça. Puis vous voyez l'exemple maintenant, ils veulent séparer l'Irak en 3 grandes régions. Pour faire une histoire courte, là, vous vous souvenez du 11 septembre, est-ce que vous croyez que Ben Laden a une ogive nucléaire? Ben Laden, il n'a rien, monsieur. Les autres, ces gens-là, ils se sentent menacés. Non, mais est-ce qu'il a une ogive nucléaire? Non, moi je pense qu'il n'y a pas assez d'argent et il n'y a pas assez de connaissances. Tout ce qu'ils peuvent faire, les autres, là, c'est faire sauter des petites classes, des petites qui tuent quelques innocents qui n'ont rien à faire là-dedans. Vous avez tout dit. Merci beaucoup, M. Hyde. Merci beaucoup. Au revoir. C'était un Libanais. Jocelyn Didier de Montréal. Bonjour, M. Didier, Jocelyn. Oui, bonjour, M. Proulx. Vous avez deux prénoms extraordinaires. Vous avez appelé avec ça 2 prénoms. Ah oui, 2 prénoms, en effet. Oui. Mais justement, moi, je pense que les Américains sont responsables de leur malheur, si on peut dire, à cause de leur sous-information d'abord. Parlez-vous des Américains ou de l'administration Bush? Je parle des Américains en général. Ah oui? À cause de leur sous-information. Et puis à cause aussi de leur narcissisme. Ils limitent tout dans leur contrée. C'est-à-dire qu'ils ne regardent pas au-delà. La preuve de cela se voit dans l'appui massif que Bush obtient pour la guerre. Et en deuxième lieu, quand on regarde la façon de penser des Américains, ils ne pensent que ce que leurs médias disent. Ils ne sont pas critiques en essayant de faire une extension vers d'autres médias pour se faire une idée claire sur des problèmes. Oui, je veux croire qu'ils subissent justement la religion de CNN et des puissants médias américains. Mais il faut quand même admettre, ils sont peut-être lents à évoluer, mais je suis plus certain qu'ils appuient l'œuvre de monsieur. Parce qu'on a dit d'un sondage l'année passée qu'on s'était fait berner par M. Bush quant à son attaque contre Saddam. Alors, ils ont évolué. Monsieur Proulx, le fait est quand même clair qu'avant un débat comme une guerre, si c'était le Canada qui devait aller en guerre, le débat allait être plus large. Il allait avoir un débat un peu des anti-guerres qui aurait été assez fort. Mais par contre, là-bas, c'est un pays donc guerrier. Quand je dis guerrier, c'est pas dans le sens qu'ils ont une tradition de guerre, mais sur ces aspects-là, ils se font facilement berner parce qu'ils sont sous-informés. Et je pense que c'est même, ça y va de leur culture propre.
Mais vous trouvez pas, Jocelyn, que c'est un peu ironique de voir la manchette qui est sortie en fin de semaine alors qu'ils sont embourbés dans toute la crise en Nouvelle-Orléans, qu'on ait une manchette que peut-être Ben Laden aurait l'arme nucléaire? Ça, c'est un autre mensonge. Après les armes de destruction massive, on essaie de nous faire avaler cette couleuvre-là pour détourner l'attention. Et le vrai terroriste là-dedans, c'est George Bush qui, lui, refuse de signer Kyoto. Il est en train de détruire la planète. C'est lui, vraiment, le terroriste à long terme. Et au-delà même du phénomène de Kyoto... Quel plan? En matière de respect de l'environnement, les Américains peuvent donner des leçons. Ah oui, lesquels? Peut-être pas pour, justement, l'oxyde de carbone puis Kyoto, mais il dit on a notre plan. Ben, et on je regarde les toujours. États américains sont beaucoup plus sévères que nous en matière de respect de l'environnement. L'État du Vermont, la Californie... Naturellement, si on va vers les pétrolières, je ne sais pas si vous voyez en termes de... Dans les raffineries, ce qui se produit en termes de toxicité, je ne crois pas qu'on parlerait d'environnement, ils sont les plus gros pollueurs mondiaux. Ben oui. C'est les plus gros pollueurs mondiaux. Comme le prochain aussi. Et en plus, ils ne signent aucun traité international qui va contre la guerre. Les mines antipersonnelles ne l'ont pas signé. Ils ont même refusé d'être membres du tribunal pénal international. Ça, c'est fort pour vous, Gilles? Et à un certain moment, on se rappelle que, et les images nous l'ont montré, c'est Donald Rumsfeld qui a porté des armes de destruction, supposément de destruction massive, à Saddam Hussein. Oui, mais tout ce que vous me dites là, c'est une administration, M. Didier. J'ai commencé par le fait que la population elle-même soit sous-informée. Oui, mais vous avez envie de dire que Bill Clinton pense comme... Ted Kennedy pense comme ça? Voyons, les démocrates pensent pas comme ça. C'est une frange minime, parce que s'ils sont allés en guerre, il fallait un appui. Et la population a donné cet appui. Ça veut dire que la population est sous-informée. Il y avait un minimum de personnes qui pensaient qu'il ne fallait pas y aller, mais la majorité a bien voulu qu'ils y aillent. Les conséquences sont qu'ils soient en train de se rétracter. Et ça permet même leur ouverture au monde. Ils commencent à avoir d'autres sources d'informations. Alors, vous mettez le comportement collectif du pays. Merci beaucoup, M. Didier. Merci, je vous remercie. C'est incroyable. J'ai beau insister sur l'administration. Tu as raison. C'est toi qui gagne haut la main jusqu'à maintenant. Tout le monde. Mais pas ça sur le dos de l'administration. Mais il me semble que ça devrait être avec l'administration. Non, mais comment ça se fait que le peuple n'est pas capable de savoir ça? Mais oui, mais le peuple... Je vais vous le dire, le vrai problème. Il ne sait même pas le peuple qu'aujourd'hui, c'est mercredi. Oui, mais qui a voté pour Bush? Qui a voté pour Bush? C'est la Bible Belt. Les gens bornés qui vont à l'église. 5 millions de plus qu'à la première... 5 millions de plus qu'à la première élection. Ben oui, puis là, ils essayent de pas perdre la face devant le public. Sur 5 millions, ce sont tous des imbéciles. Voyons donc. Il est où le problème? Il est où? Il est où le problème? Je sais pas, il est dans ta tête. Non, le problème, il est ici. C'est encore la religion. Hein? George Bush a fait sa campagne là-dessus pour faire peur au monde. Une religion qui est valable, mais il l'a galvaudée. Exactement. Les religions ne sont pas mauvais escient. Bon. Et toi, tu écrases la religion, tu passes les ponts. Mais comment tuer du monde au nom de la religion? Mais comment on peut tuer du monde au nom de la religion? C'est ce que font les tenants d'Allah. Ben oui, de part et d'autre. Alors, on revient à Soliman le Magnifique, qui a repoussé les croisés d'un fort à l'autre jusqu'au fort du crack des Chevaliers, puis à Rhodes, à Chypre et partout. On va revenir dans quelques instants. Il est le médecin légiste le plus en vue. Et vous appelez Dr. Frankenstein. Son art est inspiré de son travail. Seulement... Aucun de ces os ne provient d'un cadavre. Ce qui veut dire que la personne est vivante. Quelqu'un imite son art. C'est votre jeu. C'est vous qui l'avez commencé. Mais il reste une question. Et il n'a pas fini. Qui? L'affaire Palmer. Demain, 20h à TQS. Gavour Straminaire! Quoi? Voyons. Gavour Straminaire! Maintenant, tu sors ça! Gewürztraminer, un bon cépage blanc, très parfumé. Blanc? Gavour Straminaire. Cépage. SAQ, prenez goût à nos conseils. 105.7 Rythme FM. La station la plus musicale du Grand Montréal. Tu chasses les anges qui passent. Toujours la plus grande variété musicale. Je suis seul au monde. La référence culturelle du Grand Montréal. Plus de musique au début de chaque heure. Le rythme de Montréal. 105.7 Rythme FM. Cette semaine, Canada Spa vous invite à sa grande vente de spa au prix des employés. Imaginez, on vous offre un choix de spa à 5 000 $ ou 50 $ par mois. Et pas quel spa, de magnifiques spas, 7 places tout équipées comme celui-ci,
avec 2 moteurs, 5 forces et 43 jets. À 5 000 ou 50 $ par mois. Impossible de trouver moins cher au Québec. Canada Spa Dépôt, le plus grand inventaire au Québec. Laval, Longueuil, Drummondville, Chicoutimi et Gatineau. Faites vite! Un spa à 1,65 par jour. Faut pas manquer ça. C'est vrai qu'il y a des gens qui font faillite. C'est vrai qu'on se met les pieds dans un plat. Mais on se met les pieds dans un plat parce qu'il y a quelqu'un qui a essayé quelque chose. C'est incroyable, 64 $, c'est incroyable. On est boosté à 100 %. Hey, on dit 50 000 fois non à un enfant pour 5 000 fois oui. Ensuite, on dit il est dans son négative. C'était vraiment extraordinaire. Ça nous fait réfléchir. Jean-Marc Chaput, 6e série de supplémentaire les 17 et 19 novembre à la Place des Arts. Réservation 842-2112. San Antonio. Lorsque vous cherchez un bon restaurant de quartier, San Antonio, c'est la place. Nos steaks succulents et nos pâtes plairont aux palais les plus exigeants. San Antonio à Laval, Repentigny et Terrebonne. Révolution dans le monde de l'auto. Le prix grossier se fixe maintenant droit. La nouvelle réalité. Des centaines de véhicules écoulés en 24 Fini à les 72 commissions heures. abusives. Montréal Autoprix change les Mesdames et règles. messieurs, bonsoir. Tout le monde en parle. Montréal Autoprix dérange l'industrie automobile. On s'excuse. Besoin d'une voiture, fourgonnette ou 4x4? Pas de commission abusive, ni de frais cachés. Autoprix vous garantit en tout temps le prix le plus bas au Canada. C'est clair et sans équivoque. Le troublant récit d'un équipage qui a donné sa vie pour sauver l'Amérique. En grande primeur mondiale francophone, 11 septembre, courage sur le vol 93, ce soir 20h. Alors, le 11 septembre, on pense tout ça, puis on a vu que Ben Laden avait une bombe atomique, puis une bombe nucléaire, puis une bombe à neutrons, puis une bombe puante, puis c'est pas possible de voler des maudites sottises, là, ça fait vendre de la copie quand même. Les Américains sont-ils des artisans de leur propre malheur? Et, mon cher Stéphane, c'est un coup que tu gagnes ce matin, c'est la vengeance la semaine passée. Bush, oui, est responsable des malheurs, je suis d'accord avec M. Stéphane. Et au nom de Dieu, il se permet de tuer ses soldats. C'est sa façon de faire passer ses idées. Et c'est drôle, hein, ce président-là américain qui est supposé représenter la personne aux États-Unis a complètement oublié la base même de la fondation des États-Unis. Quand les pèlerins ont quitté l'Angleterre parce qu'ils étaient persécutés sur le plan religieux, ils sont venus à Plymouth puis ont dit on veut la paix, on veut la paix. Ils l'ont oublié vite. Après ça, ils ont fait la conquête de l'Ouest avec les cowboys, puis la violence, puis général Custer, puis voyons donc. Donc, si on gratte un peu ce qui se passe en Irak, c'est comme nous autres, je me souviens de quoi, de rien. Bon. Alors, t'en as un avant qu'on aille à M. Bisson, là? Oui, Marie-Ève de Laval, je pense que les Américains sont un peu responsables de leur malheur parce qu'ils ont réélu George Bush avec une plus forte majorité. Mais quel choix avait-il? Ça, c'est une autre question. Kerry n'était pas un candidat flamboyant. Bon Dieu, Kerry. C'est Hillary Clinton que ça prend comme présidente américaine dans quelques années. Ah, moi, elle a mon vote inconditionnel. Pourquoi? Jules Bisson et de East Angus. Bonjour, M. Bisson. Oui, bonjour. Oui. OK, bon, ben moi, c'est comme je disais à la personne à qui j'ai parlé au début, là, j'étais aux États-Unis avant le 11 septembre, et puis je connaissais un soldat qui avait été à la Première Guerre mondiale, pas mondiale, mais la Première Guerre d'Irak. Et puis, lui, justement, c'est de la façon que tout est présenté au peuple américain, hein, parce que lui, dans sa tête, il allait en Irak pour sauver le peuple irakien, et ainsi de suite. La réalité, c'est pas vraiment ça. C'est que George Bush, lui, quand on regarde toutes les choses qui entourent George Bush, le pétrole, le pouvoir, ainsi de suite. Alors, il s'est fait avaler le discours du patriotisme. C'est un peu ça, là. Et puis... Mais il n'a pas été capable, dans sa petite tête de soldat, de retenir on devient patriote quand on est attaqué. On n'attaque pas. On n'est pas des patriotes. Oui, mais c'est ça, mais c'est parce que eux, là, des Américains sont très patriotes. Et puis, ils ont un bon cœur aussi. Ça, que si quelqu'un leur dit, on s'en va pour aider un autre peuple, ils sont prêts à avaler ça. Oui, mais c'est un des peuples les plus évolués au monde. Comment est-ce qu'ils ont pu se faire avaler cette couleuvre-là? Bien, c'est difficile à comprendre. Ouais, mais c'est ça le problème. Ils jouent sur les cordes du cœur. Ben voilà, Jules, vous avez mis le doigt là-dessus. C'est en jouant avec les émotions et le patriotisme, ça revient aux rébellions de 1837-38. Les historiens aujourd'hui essaient de nous faire croire que c'était pour défendre la langue française, pour défendre le Québec. Les patriotes se sont révoltés et c'est faux. La révolte avait eu lieu dans le Haut-Canada, dans le Bas-Canada. C'était simplement une question de pouvoir politique, de démocratie. Il n'y avait rien à voir avec la langue française. On est allé de passer des lois qui allaient au panier. Mais les Anglais de l'Ontario, justement, étaient de notre bord. Donc, il faut arrêter de dire... C'est ça, quand tu joues avec les émotions en politique, c'est là que ça dérape.
C'est là que ça dérape. Hitler a dérapé de la même façon. Les Anglais ont allé à notre bord, là. Quand tu vois... Mackenzie, William Lyon Mackenzie, le chef patriote du Haut-Canada, a fait le combat avec Papineau. Ben oui, parce qu'il voulait... pour la démocratie, pas pour la sauvegarde de la langue française. Loin à l'avance, et on aura pour démocratie un gouvernement qui écrasera le petit Québec, qui va finir par... C'est rapporté où, ça, dans les archives, M. Proulx? C'est dans leur tête, qui va finir par être minoritaire. C'est ce qui est arrivé. Aujourd'hui, on est une voix contre... On va parler à Mme Côté, Nancy. Ici, regarde, c'est bon, ça, M. Boilly-Jacques. Contrairement à ce que nous entendions au début de votre programme, il y a une meilleure harmonie dans votre couple. On fait un bon couple maintenant. Oui, un beau petit couple. Moins chicane. On est allé en mariage encounter en fin de semaine. À matin, Nancy Côté. Nancy, bonjour. Oui, bonjour. Moi, je suis d'accord que les Américains sont responsables de ce qui se passe actuellement. Les Américains et pas Bush, juste les Américains. Les Américains, parce que c'est Bush, l'administration, toutes les politiques ils ont été élus, ces gens-là. Ils ont presque pas participé à la dernière élection. Il a été élu à une grande majorité, mais il n'y a pas eu une grosse participation. Je pense qu'on a une responsabilité individuelle là-dedans en tant que peuple démocratique, là, avec un gouvernement démocratique. Je sais pas, Mme Côté, je sais pas, moi, je me mets dans la peau des démocrates qui pourraient vous écouter, par exemple, ils vont dire, je peux pas croire qu'elle me met dans le même sac. Ben oui, mais souvenez-vous, Gilles, au lendemain, quand il y a eu le vote sur l'invasion, les démocrates étaient du bord des républicains. C'était pas très, très in ou politiquement rentable d'aller contre Bush à l'époque des tours du Mais World Trade Center. Je parle pas du Parti démocrate ou quelque chose comme ça. Je parle qu'en tant qu'individu, on est responsable de nos élus. C'est nous autres qui leur donnent le droit de parole, le droit de pouvoir prendre des décisions en notre nom. Bien, ça n'existe pas, la démocratie, Mme Côté. C'est ça le problème. Moi, j'ai appris ça avec le temps, qu'on vote une fois aux 4 ans, une fois aux 5 ans, puis entre les deux. Bien, qu'est-ce que vous voulez, c'est une dictature, hein? Oui, mais il faut s'enseigner entre les deux, il faut lire. Ben oui, mais ça donne quoi? Ça donne quoi? Quand même qu'on sortirait demain matin contre le premier ministre Paul Martin ou contre les libéraux, qu'est-ce que vous voulez que ça donne? Les gens sont ça donne qu'à la prochaine élection, tu es capable de penser. Tu ne vas ils pas vont voter être élus parce que tu es roux, moi, tout est roux. Ben oui, mais ils vont être élus. Les bons libéraux, bon, on reste libéral. Ben oui, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative. Moi, je pense que la complaisance est un peu l'ennemi de la démocratie, là. Oui. Ben oui. Bien, merci beaucoup, Nancy. Au revoir. On va revenir dans quelques instants, mesdames, messieurs. Les Américains sont-ils les artisans de leur propre malheur? Le capitaine et les membres de l'équipage du restaurant Omar Plus vous invitent à bord. Venez apprécier notre vaste sélection de poissons frais et de fruits de mer, spécialement importés et sélectionnés quotidiennement pour vous, de par le monde à travers les océans. Goûtez nos filets de poissons frais servis grillés, blackened, cajun ou pochés. Dégustez nos meilleures prises, des fruits de mer finement préparés. Et bien sûr, nos coupes de bœuf de l'Ouest numéro 1 grillées sur le feu. Omar Plus! C'est la mer dans votre assiette. Ce lundi, des métamorphoses pour Melanie Griffith, Elvis Presley, Whitney Houston, Arnold Schwarzenegger et Drew Barrymore. Tous leurs secrets dévoilés. Le décompte se poursuit. 101 métamorphoses de stars, lundi 19h à TQS. Ah, les enfants, ça grandit vite. En tout cas, mon petit dernier, ça n'a pas de bon sens. À cette vitesse-là, faut que je garde ma fourgonnette au moins 10 ans. C'est pour ça que la première chose que j'ai faite en sortant du concessionnaire, ça a été d'aller chez Antirouille Métropolitain. C'est des experts, ça fait 25 ans qu'ils font ça. Ils sont efficaces, ça prend pas de temps, c'est très abordable. Tu veux garder ton véhicule longtemps? Antirouille Métropolitain, un investissement intelligent et payant. Je suis déjà allé acheter des stars chez les autres. Je me suis fait avoir. Le gérant qui te donne des rabais puis des coupons, là, ben c'est parce qu'il a déjà augmenté ses prix au départ. Quand je suis allé chez le King de la décoration, j'étais méfiant. Ben là, j'ai trouvé de la qualité pour la moitié du prix. Le King est un vrai manufacturier. Les autres, ils n'y arrivent pas à acheter. Lui, il fabrique tout. Les toiles solaires, les stores en bois, même les panneaux coulissants. Ça fait plus de 20 ans que je vous offre de la qualité pour la moitié du prix. Et croyez-moi, qualité égale, je suis imbattable. Le King de la déco, c'est un gars honnête. Moi, c'est mon homme. J'aurais pu en parler toute la journée. Venez entendre Carole Alain, motivateur et conférencier qui a conduit les candidates de SOS Beauté et des milliers de gens vers une nouvelle façon de penser. C'est un vrai motivateur parce qu'on ressort de là vraiment crinqué à bloc. C'est un petit bâton de dynamite, cet homme-là. Ce qu'il dit, c'est tellement vrai qu'on s'oublie nous-mêmes. On vit pour les autres. À Montréal, les 21, 22 et 23 septembre à 20h au Théâtre Jésus. Billets disponibles sur le réseau Admission.
Il y a 12 mois, j'étais sans formation et sans emploi. Aujourd'hui, je suis professionnelle et fière de l'être. J'ai décidé de confier mon avenir à CDI. C'est ce qui m'a valu ma passionnante carrière en administration. 1-866-426-9208. Je veux me pogner une autre femme, mais je suis sûr qu'ils vont toutes me dire non. Fait que je vais dans les bars, puis je cruise les barmaids. Je cruise pas en barmaid parce qu'elle est belle, je cruise parce qu'elle peut pas s'en aller. Mike Ward, de retour pour une 23e représentation à Montréal, le samedi 10 décembre au Métropolis. Réservation 908 90 90. C'est pas évident à cruiser quand t'as pas une scène. Hey bébé! Premier du mois, je te gâte! Ce mercredi. Demain, là, tourne ton gazon en arrière, là, puis j'engraisse ton potager. Alors, je suis votre jardinier officieux. J'aurais peut-être engagé un professionnel. J'aurais peut-être de l'aménagement paysager à faire faire. Je pourrais peut-être vous engager. Hey, Dorian, j'ai fait ton devant hier. Aujourd'hui, je me tape ton derrière. Ben, ce sera peut-être pas nécessaire. Après les fleurs, le pot. Franchement, Dorian m'a floché pour un autre. Un autre? Je suis un horticulteur cocu. On choisit pas ses voisins. 450 Chemin du Golfe, mercredi, 20h. Eh bien, on va retourner aux appels, mais rapidement, je veux te parler de Brian Mulroney avant de terminer l'émission, mon cher. Et ici, Michel Baudouin, de Sherbrooke, je crois sincèrement que lorsqu'on crache en l'air, ça nous retombe sur le nez. C'est exactement ce qui est arrivé à M. Bush. Enfin, Bush peut-être, mais il ne faudrait pas quand même mettre tous les Américains dans le même panier. L'homme le plus puissant du monde, c'est ça qui est triste et c'est ça qui est inquiétant. Mais c'était le matin des règlements de compte aujourd'hui avec Brian Mulroney. Mais avant, il y a Benoît Lefrançois qui veut te parler bien vite. Monsieur Lefrançois, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour. Oui. Premièrement, vous êtes plus agréable à écouter depuis que vous êtes plus en harmonie un peu. Oui, on a pris des activants. 2 prescriptions. J'aime beaucoup les... Ça va revenir, vous en faites pas. Pardon? Ça va revenir. Oui, j'aime beaucoup les propos de M. Gendron aujourd'hui. On l'a réfléchi, puis je trouve que vous avez l'air renseigné sur beaucoup de choses. C'est intéressant d'écouter sur l'histoire et tout ça. Moi, pour répondre à la question, c'est oui. Je pense que les Américains sont les artisans de leur propre malheur. Alors, c'est pas l'administration, ce sont les Américains. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est le pays au complet qui est responsable, c'est pas l'administration Bush seulement? Ce que je veux dire, c'est qui l'a mis en place, l'administration Bush? Hein? Oui, mais on l'a mis naïvement. Qui a mis en place le maire Tremblay à Montréal? La naïveté, elle vient de qui? C'est les électeurs. Ça ne veut pas dire que tous les électeurs sont pas dupes de ce qui se passe. Ouais. Tu sais, on sait tous que dans un peuple, il y en a des gens qui sont moins renseignés. Comme vous disiez tantôt, au Québec, même au Québec, si les gens... participent pas à la politique, sont pas membres de certains partis, ils peuvent pas influencer les lignes. Alors, M. Lefrançois, vous mettez donc le pays dans le sac, vous dites le pays des États-Unis est responsable. De leur malheur? Oui. En grande partie. Moi, je pense qu'il faut savoir s'arrêter à un moment donné. Il aurait dû carrément tirer le fil et se retirer de l'Irak. Une fois que la Constitution est là, une fois que les élections sont faites, ça donne rien de s'enliser dans un débat qui finit plus. Moi, j'aimerais vous dire une déclaration, pas une déclaration, mais... Oui, mais rapidement, M. Lefrançois. Une remarque que j'ai vue dans un film dernièrement, je trouvais ça très bon. C'est 2 personnes qui se battaient pour la démocratie, puis à un moment donné, ils se sont regardés quand ils ont vu qu'il n'y avait plus rien à faire. Pas plus rien à faire, mais à un moment donné, ils se demandaient si le combat était pas vain, puis ils se demandaient, ils se sont dit, et si c'est pourquoi on se bat, ce serait pas déjà mort, en voulant dire... on parle de beaucoup de choses dans les émissions, tout ça, mais si c'est pourquoi on parle, puis qu'on se bat, la démocratie est peut-être ailleurs, là, finalement. Oui. Alors, ce qui fait qu'on vit dans une médiocratie. Oui. Ouais. On est d'accord là-dessus. Merci beaucoup, M. Lefrançois. OK. Avant de terminer, mon cher Stéphane, je vais te parler. Il y a Brian Mulroney qui va publier sous peu un ouvrage qui va faire du bruit. Il va en vendre beaucoup de copies. Il ne gêne pas pour lancer une tape à la crème au visage de Pierre Trudeau, qui dit qu'il a détruit le pays plus que d'autres choses. Et c'est un des nombreux reproches qu'il en a fait à Kim Campbell, c'est pas gêné aussi. Qui était occupé à faire l'amour avec son conjoint plutôt que de son conjoint russe, au lieu de s'occuper de la gouvernance du pays. Elle était première ministre et était plus intéressante deux draps. C'est pas possible. Alors, qui va m'accuser, moi, de faire du jaunisme? Mais Brian Mulroney dit avoir réalisé plus de choses significatives pour le Canada que tout autre premier ministre depuis Johnny MacDonald. Et c'est vrai. Le temps et l'histoire vont finir par le consacrer, Brian Mulroney. Il a tenté de réconcilier l'irréconciliable. Et s'il se représentait demain matin, moi, je suis sûr qu'il serait réélu. C'est drôle, moi, j'aurais le goût de voter pour un gars comme ça, comme premier ministre du Canada. Il me semble qu'il y avait un leadership qu'on n'a plus aujourd'hui. Malheureusement, il est presque à terre, hein?
C'est pas très... C'est de valeur. Ça prend un nouveau chef au Parti conservateur. On ne peut pas faire autrement que de lui offrir nos vœux de prompt rétablissement, qu'il redevienne solide et qu'il participe dans le débat. Il ne reste plus qu'à saluer tout le monde. Alors, au revoir. Ça a été tranquille aujourd'hui. Oui. Mais demain, on se défait de nos activants ou vaillants. De nouveaux épisodes. J'aimerais mieux mourir que de manquer cette émission-là. Méchant Mix. 3 fois rien. Ce mercredi, 20h30.